Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie de démontrer rationnellement que l'humanité suit une direction d'évolution, évolue depuis qu'elle s'est séparée, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates. Nous évoluons, toute notre évolution se dirige dans un sens précis que nous ignorons, mais que nous construisons de façon inconsciente, sans le savoir. Cette évolution va vers son ultime perfection. La paix universelle, la sagesse, voilà, tout ce qu'on peut imaginer dans une, dans une, d'un humain accompli, une humanité accomplie, une humanité qui deviendrait une sorte de paradis qu'elle peut être, hein, et qu'on voit que c'est à notre portée, un fonctionnement parfaitement écologique. On peut imaginer que dans 100, 200, 300 ans, on aura atteint un niveau de développement comme ça, qu'au niveau social, et que, voilà, que chaque être humain sera protégé par l'humanité, en somme. On sent que c'est à notre portée, on peut arriver à cela. Euh, et pour appuyer un petit peu cette compréhension, cette théorie qui a été créée dans les années entre fin 1999 et 2003 environ, et je me sers de temps en temps d'ouvrages comme celui-ci, par exemple, là, aujourd'hui, en ce moment, de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations, pour le préciser, voilà. Donc je le lis, je le découvre en même temps, et je commente. Alors, je suis arrivé sur l'humanité, justement, les droits de l'homme. euh, donc René Jean Dupuy, c'était un juriste en droit international euh, qui a écrit cet ouvrage dans les années... il a été publié en 91, en 1991. Et donc là, il est un peu question de justement toute cette évolution du concept d'humanité au sein des nations, mais au sein de la conscience humaine également. Comment l'homme, comment l'humanité euh, commence à fonctionner de façon universelle à travers ce que nous avons découvert euh, dans ce que nous avons élaboré au XXe siècle, les organisations universelles, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, etc. Le droit maritime, enfin, toutes ces, euh, toutes ces structures qui sont destinées à faire fonctionner l'humanité dans son ensemble. Alors aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a encore des nations qui sont abusées, des peuples qui sont abusés par les nations, des populations qui sont abusées qui sont maltraitées par leurs dirigeants, etc. Mais tout ça, c'est quelque chose qu'on travaille, que l'humanité travaille à abolir progressivement. L'humanité a son rythme d'évolution. C'est pas on ne peut pas accélérer cette. Elle doit suivre. Il y a une accélération de la de l'évolution, évidemment, avec voilà, on sent bien qu'il y a une évolution du progrès, mais on ne peut pas le, changer les choses d'un coup de baguette magique. Il faut du temps. Et donc là, je reprends la lecture après avoir vu sur l'homme, en fait, hein, tous les hommes, comment les structures essayaient
de travailler sur tous les hommes. Là, c'est tout l'homme. On va passer au niveau de tout l'homme. Je commence à lire et je découvre en même temps et je commente. Les droits de l'homme concernent tout l'homme et tout dans l'homme, c'est-à-dire tout ce qu'il est, tout ce qu'un être humain sur cette planète est, rentre dans les droits de l'homme. C'est-à-dire que voilà, ça concerne l'américain, ça concerne l'occidental, ça concerne l'africain, ça concerne l'inouï, ça concerne l'aborigène, ça concerne l'indien, ça concerne celui qui appartient à un petit clan en Amazonie, ça concerne chaque être humain. Voilà. Et tout dans son être humain doit être à et sous la protection des droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui va évoluer. Il va falloir que l'humanité protège chaque être humain. Ça viendra, c'est clair. On est sur cette route. On n'est pas loin du moment où on va faire créer le salaire universel de vie pour que chaque être humain aura de quoi se nourrir convenablement, aura de quoi avoir un toit, éduquer ses enfants, se soigner, etc. Voilà, accéder aux choses de base. C'est quelque chose qui nous attend, qui attend l'humanité. Voilà. Et donc on est bien arrivé à l'idée où ça concerne l'ensemble humain. C'est très récent. Il y a 400 ans ou 500 ans, on n'avait pas ce concept d'humanité. Ça existait, les grandes religions avaient déjà cette idée-là universaliste, l'idée que chaque homme, que tout homme est une créature de Dieu, etc. Et voilà, on retrouve cela dans la philosophie. Mais au niveau des nations et au niveau de la structure de l'humanité, il n'y avait rien qui était créé. C'est tout nouveau, cette création. Donc, il est inadmissible qu'un État prétende exercer un choix entre les droits qu'il accepte d'honorer et ceux dont il refuserait le respect. Voilà, c'est clair que là, il y aura une lutte pour obliger chaque État à apporter à chaque être humain ce qu'il lui faut, et sans brimer, sans intervenir sur sa liberté et sur ses droits de base. Tous devront être observés, les uns dans un rapport vertical, celui du citoyen et du pouvoir qui en appelle à la liberté et à l'égalité, les autres dans le plan latéral, celui des relations entre les personnes qui supposent la fraternité. Donc, là, au fond, toutes les valeurs sont posées déjà dans l'humanité. L'État doit permettre la liberté et l'évolution de l'égalité, et c'est là où on voit que le néolibéralisme, à certains endroits, et on pourrait même dire un petit peu partout, mais la partie néolibérale, les 30 ans où le libéralisme est entré dans un état de toute puissance, il a fait régresser l'égalité au profit, soi-disant, de la liberté. Mais en réalité, l'égalité s'est distendue. Les riches sont plus riches, les pauvres plus pauvres, etc. Donc cet écart qui marque en fait l'évolution logique de l'humanité, ces écarts entre riches et pauvres, entre les nations, etc., doit se rétrécir. Alors, sur certains plans, des choses ont évolué, évidemment. Les écarts entre les pays qui étaient pauvres et puis les pays ultra riches ont régressé. C'est clair que voilà, il y a des choses qui ont progressé, mais c'est très important que en Occident, par exemple, ces écarts ont explosé entre riches et pauvres, ce qui donne
les révoltes que nous connaissons. Parce qu'en fait, c'est pas l'indigence qui pousse les révoltes actuelles dans le monde industrialisé, c'est l'injustice. Et l'injustice, c'est les inégalités qui se créent, tout simplement. Sans doute invoque-t-on plus volontiers les premières, car on est en créancier, car on en est créancier envers un État. Les premières, c'est-à-dire la liberté et l'égalité, censées respecter la liberté et réaliser l'égalité. Voilà, un État se doit de réaliser l'égalité, d'avancer vers l'égalité, pas amener l'égalité de manière brutale. On a vu que c'était insupportable dans le monde communiste quand il a voulu raser les différences entre les individus. On voit que ce n'est pas possible de le faire brutalement. On va vers cette égalité, mais au rythme de l'évolution de l'humanité. Censé respecter la liberté et réaliser l'égalité, que la fraternité dont on est débiteur vis-à-vis de tous. Voilà, la fraternité, c'est à nous, on en est débiteur. Mais c'est elle qui, en définitive, rend possible l'exercice de tous les droits. Voilà, c'est donc l'humanité doit évoluer vers la fraternité. Comment ? Eh bien, tout simplement en prenant conscience de notre sens. C'est tout le travail de la mécanique universelle, de mon travail, c'est-à-dire d'amener l'humanité à la conscience que nous travaillons tous à une œuvre, à l'humanité en réalité, que notre but, il est d'amener que l'humanité a un but, un sens, une orientation, une finalité. Le jour où l'humanité prend conscience de cette finalité, de ce but, eh bien on rentre automatiquement dans la fraternité. Parce qu'ensuite, on ne sera pas en compétition pour qu'un groupe humain arrive plutôt que l'autre à la perfection. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que cette perfection, c'est l'accession à la paix universelle, à l'amour du prochain, à la fraternité, justement, et à l'extase. Donc, si un groupe humain arrivait seul à cet état-là, il serait vulnérable s'il reste des groupes humains dans l'indigence, etc. Donc, on est bien contraint d'évoluer tous ensemble vers cette finalité. Alors, je continue. Que la réalité des relations internationales ne fasse apparaître que très épisodiquement la fraternité n'affecte pas la valeur de l'analyse bergsonienne. Il reste que l'invocation des droits de l'homme par la nation répond à leur besoin de justifier leur propre existence au sein d'une humanité dont elles ont conscience d'être une composante. Malheureusement, ça a sonné dans mon oreille. J'ai reçu un appel et j'ai perdu le fil. Pourquoi Bergson, là, justement ? Bon, bref, mais Bergson, c'est un génie. Bergson, c'est justement c'est le porteur un de ces porteurs de grandes valeurs universelles, justement. Et c'est là où la philosophie est une pure merveille, et les philosophes ont une vision totalement explosée de l'humanité ouverte, une vision des bottes de 7 lieues, une vision hypermétrope du monde et de l'évolution. Donc, pour autant, alors, il reste que l'invocation des droits de l'homme par les nations répond à leur besoin de justifier leur propre existence au sein d'une humanité dont elles ont conscience d'être une composante. C'est-à-dire que chaque nation, maintenant qu'elle appartient aux Nations Unies, se doit d'invoquer les droits de l'homme, d'avoir une vision là-dedans, parce qu'elle est consciente d'être une des composantes de cette humanité maintenant. Pour autant, elles cèdent, ces nations, à leur travers naturel, celui d'invoquer surtout les droits qui coïncident avec leurs intérêts. Et là, ça ne peut pas coller.
On va voir comment on pourra faire passer ça. À cet égard, il conviendrait de ne pas se laisser abuser par une classification en 3 générations qui tend à s'établir. Elle a été proposée pour des raisons pédagogiques. Après les droits civils et politiques, issus du libéralisme, les droits économiques et sociaux venaient exprimer, à travers les doctrines socialistes, la nécessité d'un milieu garantissant concrètement une égalité croissante entre les hommes. Voilà. Donc, tant qu'il y avait le communisme et le libéralisme, tant ils se faisaient face et ils étaient tous les deux introduits dans les Nations Unies, ils faisaient partie des Nations Unies, chacun a mené ses qualités différentes. Ceux qui pensaient que l'égalité, ceux qui voulaient l'égalité, ceux qui voulaient le fait de pas, que les ouvriers du monde ne soient pas maltraités par les patronats, etc. Donc ils maîtrisaient un peu ce libéralisme. Et de l'autre côté, les nations capitalistes, derrière les États-Unis, prônaient la liberté et donc obligeaient les Russes, l'URSS, les Chinois à quand même tendre vers la liberté pour les hommes, etc. Mais quand le libéralisme, quand le capitalisme, quand les Américains ont vaincu l'URSS et l'ont conduit le monde à devenir uniquement libéral, à rentrer dans ce libéralisme que nous connaissons depuis 30 ans, eh bien l'idée d'égalité s'est éloignée pendant ces 30 ans. C'est maintenant qu'on commence à se réveiller derrière cet état de toute puissance, ce ravage qui a eu lieu et qui nous a stupéfiés en somme. Le communisme qui s'écroule brutalement comme ça a laissé le monde dans un état d'hébétement incroyable. Donc ceux qui participaient à cette vision communiste en France, chaque village avait son petit parti communiste, etc. Il y avait qui faisait un tissu social, qui apportait tout un tas de choses à la société, se sont trouvés stupéfaits. Et donc, on s'est retrouvé avec un libéralisme qui, en devenant tout puissant, a écarté l'idée d'égalité au profit de ses valeurs à lui-même. Enfin, la prise de conscience. Alors là, à ce moment-là, quand René Jean Dupuy écrit son ouvrage, en 91, on n'en est pas encore là. L'URSS, le mur de Berlin est tombé, etc. Les satellites commencent un petit peu à chercher chacun à se libérer à aller vers leur propre nation, etc., à construire leurs choses. Et beaucoup se rapprochent de l'Occident, donc beaucoup rejettent directement toutes les valeurs communistes au profit des valeurs libérales. Alors, enfin, la prise de conscience de la solidarité entre eux, au-delà des frontières, fait apparaître des droits à l'environnement sain, au développement, à la paix. Voilà, alors ça, c'est des nouveaux droits. Tous ces droits-là sont des droits qu'on est en train de gagner, que l'humanité gagne. Le droit à l'environnement, à un environnement sain, donc à l'écologie, donc etc., etc. Et là, on voit tout le travail qui est réalisé. Et encore une fois, je pense qu'il est nécessaire de lutter pour que les valeurs, tout le travail qui est réalisé aux Nations Unies, à l'UNESCO, etc., dans tous ces organismes mondiaux, soit télévisé. Que l'humanité, maintenant, toute l'humanité a une télévision, partout sur la planète, qu'on soit conscient de ce qui se déroule, de ce que des êtres humains, en notre nom, font, travaillent, réalisent
au sein de ces organismes pour l'humanité tout entière, de manière à ce que nous soyons, puisque c'est notre existence, c'est l'existence du peuple humain ça concerne le peuple humain, donc on doit être au courant de ce qui se passe. Pour l'instant, c'est quelque chose d'assez incroyable. On travaille des êtres humains travaillent en notre nom dans tous ces organismes mondiaux et on n'est pas au courant, on ne comprend pas. Il faut vraiment faire un effort considérable pour aller se renseigner sur ce qui est fait, chaque loi qui sort, etc., les nouvelles choses qui sont faites. Et là, le peuple doit être au courant de ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble majeur. Et la paix au développement, le droit au développement. Alors maintenant, le droit au développement, il va se faire sous le regard de l'humanité, parce que c'est fini le développement dans tous les sens et voilà, on sait qu'on est en train de sortir de la profusion, de cette époque de consommation, de cette époque, etc. Alors, par contre, dans le développement, c'est le droit à la culture, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit, etc., etc., le droit à avoir des routes, à avoir toutes les structures, etc. Et ça, les peuples sont en train de réclamer leurs droits dans ces organismes. Et en plus, une chose très intéressante qui est en train de se reconstituer, c'est-à-dire un nouveau système binaire, en somme, de nouveaux compétiteurs. Un nouveau compétiteur est venu contester l'hégémonie américaine, donc l'hégémonie du libéralisme. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est les BRICS, etc. C'est l'Afrique, donc ils se sont mis en opposition et donc ça va permettre de faire monter des valeurs complètement beaucoup plus humanistes que les valeurs libérales qui ne s'intéressent pas vraiment au social, etc. C'est pas vraiment son truc. Alors, eh ben, on va arrêter là et on va relancer direct notre truc. Ça fera une vidéo. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, vous pouvez soutenir en vous abonnant à la chaîne. C'est gratuit, en mettant des avis et en diffusant voilà, le contenu. Merci, au revoir.